Il y a des endroits sur cette terre où le temps semble s'être arrêté, où les murs de pierre gardent des secrets si terrifiants qu'ils continuent à murmurer des siècles après les tragédies qui s'y sont déroulées. La vallée de la Loire, cette région que l'on surnomme le jardin de la France, cache derrière ses châteaux majestueux des histoires si troublantes qu'elles pourraient vous faire douter de votre propre sanité. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas de la fiction. Ce sont 3 témoignages authentiques, 3 récits qui ont marqué à jamais ceux qui les ont vécus. Des témoins qui, aujourd'hui encore, refusent de prononcer certains noms, de regarder certaines photographies, de passer devant certains murs. Comme l'écrivait Edgar Allan Poe, tout ce que nous voyons ou semblons voir n'est qu'un rêve dans un rêve. Mais que se passe-t-il quand le rêve devient cauchemar ? Quand la réalité dépasse l'imagination la plus sombre, quand des châteaux centenaires deviennent les gardiens de malédictions que même la mort n'arrive pas à briser. Éteignez les lumières, fermez les rideaux, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de ces demeures que l'on dit si romantiques. Êtes-vous vraiment seul en ce moment ? J'espère pour vous que oui. Première histoire, le château de Brissac et la Dame Verte. Notre première histoire nous emmène au château de Brissac, surnommé le géant de la vallée de la Loire, avec ses 7 étages qui dominent la campagne angevine. Mais ce géant cache en son cœur un secret qui terrorise la famille de Brissac depuis plus de 4 siècles. Imaginez-vous marchant dans les couloirs de ce château au milieu de la nuit. Vos pas résonnent sur les dalles de pierre froide. L'air est épais, chargé d'une humidité qui semble s'accrocher à votre peau comme des doigts glacés. C'est dans ce silence oppressant que Marie-Antoinette de Brissac a vécu l'expérience la plus terrifiante de sa vie, une nuit d'octobre 1967. Marie-Antoinette était une femme pragmatique, directrice d'une école, mère de famille. Elle ne croyait pas aux fantômes, aux histoires de revenants, du moins jusqu'à cette nuit-là. Elle logeait dans la chambre verte, au 2e étage, cette pièce aux tapisseries anciennes où tant d'invités illustres avaient dormi. Vers 3 heures du matin, elle fut réveillée par une sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Dans la pénombre, elle distingua d'abord une silhouette floue près de la cheminée. Son cœur s'accéléra. Elle se frotta les yeux, pensant à un rêve. Mais quand elle regarda à nouveau, la silhouette était toujours là, plus nette. C'était une femme en robe verte, ses cheveux châtains remontés selon la mode du XVIe siècle. Marie-Antoinette voulut allumer sa lampe de chevet, mais ses mains tremblaient tant qu'elle n'y parvenait pas. Ce qui suivit la marqua à vie. La femme se tourna vers elle et Marie-Antoinette put voir son visage, ou plutôt ce qu'il en restait. Car là où auraient dû se trouver les yeux, il n'y avait que 2 trous béants, noirs comme l'abîme. Le nez avait disparu, ne laissant qu'une cavité triangulaire. Seule la bouche demeurait, mais tordue dans un rictus d'une tristesse infinie. Marie-Antoinette poussa un cri qui réveilla tout l'étage. Quand les autres arrivèrent, la chambre était vide, mais l'odeur, cette odeur de rose fanée mêlée à quelque chose de putride, flottait encore dans l'air. Marie-Antoinette était livide, en état de choc. Elle quitta le château dès l'aube et ne remit jamais les pieds à Brissac. Mais l'histoire de la Dame Verte ne s'arrête pas là, car elle remonte bien plus loin dans le temps.
à l'époque où Charlotte de Breze, dame de Brissac, découvrit que son époux Pierre de Breze entretenait une liaison avec une mystérieuse femme. Les chroniques de l'époque parlent d'une beauté aux yeux verts, venue de nulle part, qui avait ensorcelé le seigneur du château. Charlotte, rongée par la jalousie et l'humiliation, ourdit un plan terrible. Un soir d'hiver 1477, elle invita sa rivale au château sous prétexte de réconciliation. Mais ce fut un piège mortel. On raconte que Charlotte enferma la malheureuse dans les oubliettes du château, où elle la laissa mourir de faim et de soif, dans l'obscurité la plus totale. Mais les morts ne restent pas toujours silencieux. Depuis cette époque, la Dame Verte hante les couloirs de Brissac. Tous les propriétaires successifs ont témoigné de sa présence. Le duc actuel, Charles-André de Brissac, avoue lui-même « Elle fait partie de la famille. Nous avons appris à vivre avec elle, mais certaines nuits, elle semble particulièrement tourmentée. » Le plus troublant, les photographies. Car oui, la Dame Verte a été photographiée. En 1998, lors d'un reportage télévisé, les caméras ont capturé une silhouette verdâtre dans le grand escalier. L'image, analysée par des experts, n'a révélé aucune trace de trucage. Mais quand on observe attentivement le cliché, on ressent cette même sensation démalaise qui a saisi Marie-Antoinette cette nuit-là. Notre deuxième récit nous conduit au château de Fougères-sur-Bièvre, une forteresse médiévale au charme trompeur. Car sous ces airs de contes de fées se cache l'une des histoires les plus troublantes de la vallée de la Loire, l'affaire des enfants disparus de 1632. Plongez-vous dans cette époque troublée. Louis XIII règne sur la France, mais dans les campagnes reculées, d'autres lois prévalent. Pierre de Refuge, nouveau seigneur de Fougères, a épousé Marguerite de Beaujeu, une femme à la beauté fascinante, mais au regard étrangement froid. Le couple semble parfait, mais les habitants du village commencent bientôt à murmurer d'étranges rumeurs. Tout commence en automne 1632. Petit à petit, des enfants du village disparaissent. D'abord, la petite Anne, fille du meunier, âgée de 7 ans. Puis Thomas, le fils du forgeron. Ensuite Marie-Claire, Édouard, François, un à un, sans laisser de traces. Les familles fouillent les bois, les rivières, interrogent les voyageurs. Rien, comme si la terre les avait engloutis. Mais il y a pire que les disparitions, les témoignages. Car certains villageois affirment avoir vu ces enfants dans l'enceinte du château la nuit tombée. Ils jouaient dans la cour, disent les témoins, mais leur jeu semblait différent. Leur rire résonnait de façon étrange, comme déformé par l'écho des pierres. Et leurs yeux brillaient d'une lueur qui n'était pas celui de l'enfance. Jean Mortier, le braconnier du village, fut le premier à oser s'approcher des murailles par une nuit de pleine lune. Ce qu'il vit le marqua à vie. Dans la cour du château, une dizaine d'enfants dansaient en cercle autour d'un brasier. Mais ces enfants n'avaient plus rien d'humain. Leur corps semblait translucide, et quand ils se tournaient vers lui, ils ne voyaient plus que des orbites vides où brûlait une flamme verdâtre. Au centre du cercle se tenait Marguerite de Beaujeu, vêtue d'une robe rouge sang. Elle tenait un livre aux pages noircies et murmurait des incantations dans une langue que Jean ne reconnaissait pas. Soudain, tous les enfants s'arrêtèrent de danser et tournèrent leurs regards vers lui. Jean s'enfuit, mais il entendait leur rire le poursuivre, de plus en plus fort, de plus en plus déformé. Le lendemain,
Jean tenta d'alerter les autorités, mais qui aurait cru un braconnier alcoolique? Pourtant, d'autres témoignages similaires s'accumulèrent. Le curé du village, l'abbé Corentin, décida d'agir. Une nuit, accompagné de 3 hommes courageux, il pénétra dans l'enceinte du château pour découvrir la vérité. Ce qu'ils trouvèrent dans les caves dépassait l'entendement. Des dizaines de petits corps momifiés, disposés en cercle concentrique autour d'un autel de pierre noire. Sur l'autel, des symboles gravés que personne ne put identifier. Et au centre, un puits si profond qu'aucune pierre jetée n'atteignait le fond. L'odeur était insoutenable, un mélange d'encens, de chair en décomposition et de quelque chose d'autre, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. L'abbé Corentin témoigna plus tard. « Ce que nous avons vu dans ces caves a ébranlé ma foi en Dieu. Comment le mal peut-il prendre des formes si pures, si innocentes ? Ces enfants, ils nous regardaient avec leurs yeux morts, et je jure qu'ils souriaient. » Marguerite de Beaujeu fut arrêtée et jugée pour sorcellerie. Sous la torture, elle avoua avoir conclu un pacte avec des entités obscures pour obtenir la jeunesse éternelle. Le prix, l'âme d'innocents qu'elle devait sacrifier lors de rituels abominables. Elle fut brûlée vive sur la place du village, mais même au milieu des flammes, elle riait. Aujourd'hui encore, les habitants de Fougères-sur-Bièvre évitent de passer devant le château la nuit. Car parfois, quand le vent souffle dans les ruines, on entend encore des rires d'enfants. Des rires qui glacent le sang, comme si ces petites âmes ne trouvaient toujours pas le repos. En 2003, lors de travaux de restauration, les ouvriers ont découvert dans les caves des ossements d'enfants datant du XVIIe siècle. L'enquête fut rapidement classée, officiellement pour cause de découverte archéologique sans intérêt criminel. Mais les ouvriers qui ont fait la découverte parlent encore de cette odeur d'encens et de mort qui imprégnait les pierres 4 siècles après les faits. Notre dernière histoire nous conduit au château d'Amboise, résidence royale où vécut Leonardo da Vinci. Mais même la génialité du maître italien n'a pu empêcher qu'une malédiction s'abatte sur ce lieu de splendeur. Une malédiction liée à un objet apparemment anodin, un miroir vénitien, offert par les Borgia. C'était en 1516, François Ier régnait sur la France et collectionnait les objets d'art avec passion. Parmi les présents diplomatiques reçus cette année-là figurait un miroir somptueux, don de César Borgia. Le cadre, sculpté dans l'ébène et incrusté d'argent, représentait des scènes mythologiques d'une beauté fascinante. Mais le miroir lui-même, le miroir semblait différent. Son reflet était plus net que nature, plus profond aussi, comme s'il révélait des détails que l'œil nu ne pouvait percevoir. Leonardo da Vinci, installé au Clos Lucé, fut le premier à exprimer ses réticences. Dans ses notes, écrites en miroir selon son habitude, on peut lire « Ce miroir porte en lui quelque chose de troublant. Les reflets qu'il renvoie ne correspondent pas toujours à la réalité. J'ai vu des ombres bouger derrière mon image, des visages apparaître quand la pièce était vide. » Mais c'est Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, qui vécut la première expérience véritablement terrifiante avec ce miroir. Par une nuit d'été 1517, elle se préparait pour un bal dans sa chambre du château. Comme à son habitude, elle s'observait dans le miroir vénitien, ajustant sa coiffure et ses bijoux. Soudain, son reflet cessa de l'imiter. Marguerite leva la main droite, mais son reflet leva la gauche. Elle recula, horrifiée, mais l'image dans le miroir s'approcha. Pire encore, le visage de son reflet commença à changer.
Ses traits se creusaient, sa peau se ridait à vue d'œil, ses cheveux blanchissaient et tombaient par mèches entières. En quelques secondes, Marguerite vit dans le miroir son propre visage vieillir de 50 ans. Mais le plus terrifiant restait à venir, car derrière son reflet vieilli apparurent d'autres silhouettes, des personnes qu'elle ne reconnaissait pas, au visage décomposé, aux yeux exorbités. Elles tendaient les bras vers elle, comme pour l'attirer dans leur monde de mort. Marguerite poussa un cri et brisa une carafe contre le miroir, mais celui-ci ne se fissura même pas. Le lendemain, Marguerite était méconnaissable. Ses cheveux avaient blanchi durant la nuit et son visage portait les stigmates d'un vieillissement prématuré. Elle refusa catégoriquement d'expliquer ce qui s'était passé, se contentant de répéter « ce miroir vole les âmes pour nourrir les morts ». François Ier décida de faire examiner l'objet par ses érudits. Mais tous ceux qui s'y risquèrent furent frappés par le même mal mystérieux. Jean de Selve, chancelier de France, mourut d'une crise cardiaque après avoir regardé le miroir pendant plusieurs minutes. Avant de mourir, il babillait des mots incompréhensibles. Ils sont si nombreux, ils attendent, ils veulent sortir. Le médecin du roi, Guillaume Copp, tenta une approche plus scientifique. Il installa le miroir dans une chambre fermée et l'observa à travers une fente. Ce qu'il vit le traumatisa à vie. Dans le reflet de la pièce vide, il distinguait des centaines de silhouettes. Hommes, femmes, enfants, tous avec cette même expression de terreur figée sur le visage. Et au centre, une forme plus imposante, un être dont les yeux brillaient d'une malveillance infinie. Guillaume Copp découvrit aussi l'horrible vérité sur l'origine du miroir. En fouillant dans les archives vaticanes, il apprit que ce miroir avait appartenu à Rodrigo Borgia, le futur pape Alexandre VI. Celui-ci l'utilisait lors de rituels occultes pour communiquer avec les morts et leur arracher leurs secrets. Chaque âme piégée dans le miroir augmentait le pouvoir de celui qui le possédait, mais au prix d'une malédiction éternelle. César Borgia, en offrant ce miroir à François Ier, ne faisait pas qu'un présent diplomatique. Il transmettait une malédiction, espérant affaiblir la monarchie française de l'intérieur. Et le plan fonctionnait, car tous ceux qui s'approchaient du miroir étaient contaminés par son influence maléfique. Leonardo da Vinci, dans ses derniers écrits avant sa mort en 1519, évoqua une solution drastique. Seul le feu peut libérer les âmes prisonniers, mais celui qui brisera le miroir devra payer le prix ultime, rejoindre ceux qu'il aura libérés. François Ier, terrifié, fit emmurer le miroir dans une chambre secrète du château, espérant que l'oubli neutraliserait sa malédiction. Mais certains secrets ne peuvent rester enfouis éternellement. En 1832, lors de travaux de rénovation, des ouvriers découvrirent la chambre murée. Le miroir était toujours là, intact, comme si les siècles n'avaient eu aucune prise sur lui. Louis-Philippe, roi des Français, décida de le faire examiner par les scientifiques de l'époque. Le résultat fut catastrophique. Le professeur Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, éminent naturaliste, fut retrouvé mort devant le miroir, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Ses dernières notes, griffonnées d'une main tremblante, parlaient de visages dans le verre et de voix qui appellent depuis l'au-delà.
Le miroir fut à nouveau dissimulé, mais cette fois dans les caves du château, loin de tout regard indiscret. Officiellement, il n'existe plus. Pourtant, les gardiens de nuit d'Amboise évitent certaines parties du château, car parfois, dans le silence des couloirs déserts, ils entendent des gémissements qui semblent venir des profondeurs de la terre. 3 châteaux, 3 malédictions, 3 témoignages qui défient la logique et remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur la réalité. La Dame Verte de Brissac continue ses errances nocturnes. Les rires d'enfants résonnent encore dans les ruines de Fougères-sur-Bièvre. Et quelque part, dans les entrailles du château d'Amboise, un miroir attend patiemment sa prochaine victime. Mais voici le plus troublant. Ces 3 histoires ne sont pas des cas isolés. Mes recherches ont révélé qu'elles sont liées par un fil invisible, une même malédiction qui s'étend sur toute la vallée de la Loire. Car tous ces châteaux ont un point commun. Ils ont été construits sur d'anciens lieux de culte païens, des sites où nos ancêtres célébraient des rituels que l'histoire officielle préfère oublier. Et si je vous disais que cette malédiction est encore active aujourd'hui, que des témoins contemporains rapportent des phénomènes similaires? En 2019, une guide touristique du château de Brissac a démissionné après avoir photographié une silhouette verdâtre dans la chambre de la Dame Verte. En 2021, des randonneurs près de Fougères-sur-Bièvre ont enregistré sur leur téléphone des rires d'enfants inexpliqués. Et l'année dernière, un touriste visitant Amboise a publié sur les réseaux sociaux une vidéo troublante montrant un reflet anormal dans une vitrine. Comme l'écrivait Lovecraft, l'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité est la peur, et la peur la plus ancienne est la peur de l'inconnu. Mais que se passe-t-il quand l'inconnu devient réalité? Quand les légendes prennent chair et viennent hanter nos nuits? La prochaine fois que vous visiterez la vallée de la Loire, que vous admiriez ces châteaux majestueux, souvenez-vous de ces histoires. Écoutez attentivement les murmures du vent dans les tours. Observez avec attention les reflets dans les fenêtres anciennes. Car peut-être verrez-vous vous aussi ce que d'autres ont vu avant vous. Et vous, qui m'écoutez en ce moment dans le confort de votre maison, êtes-vous vraiment certain d'être seul? Avez-vous vérifié tous les miroirs autour de vous? Êtes-vous sûr que votre reflet vous imite parfaitement? Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une expérience paranormale dans un château? Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être observé par des yeux invisibles? Et surtout, croyez-vous vraiment que ces histoires ne sont que des légendes? Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez découvrir d'autres secrets que l'histoire officielle dissimule, car la vérité est souvent plus terrifiante que la fiction. Éteignez vos lumières, fermez vos yeux et écoutez attentivement. Entendez-vous ces pas dans le couloir?